Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Yvan Dumumieux est un ingénieur pédagogique passionné, spécialisé dans la création de méthodes et d'outils dans l'ingénierie techno et ludopédagogique. J'ai rencontré Yvan grâce à Xavier de Noby, avec qui j'ai enregistré l'épisode numéro 49 sur la méthode Miragamo, qui permet de créer des formations mobile learning engageantes. Yvan adore innover en conception et en animation de formation, et il se tient constamment à jour sur les nouvelles technologies et méthodes pédagogiques. Alors bien sûr, il ne pouvait pas passer à côté de ChatGPT, l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler. Et il est convaincu par le potentiel immense que ChatGPT peut apporter en formation. Dans cet épisode, Yvan va nous expliquer comment il est possible de s'aider de ChatGPT au cours des différentes étapes de création d'une formation. Bonne écoute à tous! Bonjour Yvan et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci de m'accueillir. Eh bien moi je suis ravie de te recevoir aussi, donc ensemble on va voir comment ChatGPT peut être un formidable assistant lors de la création de formation. Ouais. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, tout à fait. Alors, je suis Yvan Dumumieux, je suis un ingénieur pédagogique. J'aime bien aussi préciser technopédagogique et ludopédagogique parce que c'est vraiment mes deux dadas dans le domaine du monde de la formation. Et j'accompagne surtout des formateurs professionnels ou des formateurs occasionnels qui sont experts de leur métier à développer des formations plus efficaces, plus performantes et qui surtout atteignent l'objectif d'un bon apprentissage. C'est vraiment le souhait qu'on a. Et pour ce faire, je travaille avec des entreprises ou avec des formateurs indépendants pour développer leur formation. Voilà, c'est vraiment ça l'essentiel. Oui, et puis actuellement, donc pour le petit clin d'œil, tu es aux Philippines, c'est cela ? Oui, voilà, j'ai fêté d'ailleurs mes 1 an aux Philippines dans quelques jours. Et sinon, je suis basé en général à Rambouillet, pas loin de Paris, à 50 km de Paris, dans les Yvelines. Mais oui, depuis 1 an, j'ai décidé de vivre une expérience de travail 100% à distance avec les outils qui nous sont offerts aujourd'hui, et ça marche plutôt pas mal. Voilà. Eh bien, très bien. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ChatGPT, même si je suis sûre beaucoup d'auditeurs en ont déjà entendu parler? Ah oui, là, qui n'en a pas entendu parler depuis la fin de 2022? Alors, mais je vais quand même repréciser parce qu'on n'a pas toujours les bons éléments de langage sur ce que c'est. D'ailleurs, justement, c'est le mot est bien choisi, je pense. Pour moi, c'est un modèle d'abord de langage qui est vraiment puissant parce qu'il a été développé pour générer du texte à la manière du cerveau. En fait, il y a un réseau de neurones artificiels pour reproduire un petit peu le système d'association, tu sais, par mots qu'utilise notre cerveau. Donc ça, c'est la première des choses, c'est vraiment un modèle de langage. Donc il est très développé et très performant dans ce domaine-là. Et puis le deuxième grand point de ChatGPT, c'est que surtout, c'est une interface conversationnelle. Et je crois que c'est cet élément-là qui a aussi fait qu'il a eu un engouement extrême dans le grand public et chez les professionnels aussi. Et c'est vraiment ça, ces deux grandes particularités qui le distinguent. Et bien sûr, il traite une grosse masse de données, mais comme beaucoup d'intelligence artificielle, il travaille sur des masses de données énormes. Mais voilà, les deux points que je viens citer, c'est vraiment ce qui le caractérise pour mieux le définir, ce que c'est. Et donc, il est capable de générer du texte au format un peu du dialogue humain. Et il est très cohérent quand il s'exprime. Et du coup, on a l'impression d'avoir un humain qui nous répond. Voilà, c'est vraiment ça qui le caractérise.
Oui, et justement, est-ce que tu peux nous dire à quoi peut servir ChatGPT, nous donner comme ça rapidement quelques exemples, puisqu'on va rentrer vraiment dans le détail un petit peu plus tard, et quels sont ses avantages? Tout à fait. Alors, pour moi, il va être vraiment utilisé dans plein d'applications différentes. On va le voir beaucoup dans de la génération de contenu pour les sites web, pour générer des textes pour des articles, pour des posts. On va le retrouver énormément sur les réseaux sociaux. On va le retrouver aussi surtout pour générer des idées dans le marketing, le copywriting. Vraiment, là, on sent que les professionnels de ces domaines-là s'en sont emparés vraiment énormément. On le retrouve aussi même dans le coding d'applications, c'est-à-dire il nous génère du code complet avec des termes en JavaScript, en Python, enfin en tout, en C++, en CSS, enfin c'est énorme. Et donc il a une capacité à parler différentes langues, différentes expertises de domaine. Donc c'est assez infini finalement ce qu'il peut faire en termes de domaine. Et alors ces avantages que je vais donner, c'est vraiment qu'il est capable de générer du contenu très rapidement. Ça, c'est surtout ça. En quelques secondes, par rapport à une question qu'on va lui poser, tout de suite, on a un texte qui est relativement complet et il va aussi faire en sorte que ce texte puisse être assez varié. Donc, ça va dépendre de ce qu'on va lui donner, bien sûr, mais il va nous donner des choses à laquelle on n'a pas pensé. Donc ça, c'est vraiment ça qui est un gros avantage chez lui. Et puis, la qualité de son contenu aussi. Au début, ça peut être un petit peu décrié, mais ça va dépendre totalement de ce qu'on va lui donner. Mais il est vraiment capable de nous ressortir des idées qui sont d'un niveau d'expertise vraiment très intéressant. Et je pense que là-dessus, il est souvent un peu sous-évalué, mais il peut être considéré comme finalement une aide créative. Pas au sens pur, dans le sens où c'est lui qui va générer des nouvelles idées qui n'existaient pas auparavant, parce que vraiment il s'appuie sur la base de données qu'on a enrichie, sur laquelle on le gave, mais il est créatif dans le sens où il va nous donner des idées auxquelles on n'a pas pensé. Oui. Et donc pour moi c'est un gros avantage en fait, ce ChatGPT. Je dirais que c'est un petit peu comme une grosse machine à idées qui produit une quantité illimitée de contenu comme on le souhaite, qui peuvent être très intéressants et surtout dans un temps record en fonction de la qualité de notre demande. Si je devais résumer ces avantages en une phrase, ce serait ça, tu vois. Oui, tout à fait. Et justement, tu parles de qualité de la demande. Donc, comment est-ce qu'on interagit avec ChatGPT? Puisque voilà, il faut vraiment, je pense, utiliser les bons mots, les bonnes phrases pour avoir justement cette qualité de retour. Ouais, c'est exactement ça en fait. Alors c'est ce qu'on appelle un prompt. On cherche à lui donner des instructions sous forme textuelle qui vont lui permettre de savoir ce qu'on attend de lui et surtout pour quel contexte, avec quelle intention derrière, et puis avec quelle tonalité, quel style de texte ou de conversation ou de mots il va devoir ressortir. Et donc notre manière d'interagir avec lui, c'est un écrit textuel et qui est des phrases sur lesquelles on va donner le maximum d'éléments pour nous donner les idées qu'on attend. Par exemple, je vais te donner un exemple, si tu veux, pour que ce soit un peu plus Oui, concret. oui, oui. Bah, il va être capable de générer un poème sur la nature. Tu peux, avec des mots, tu lui donnes pas tout, tu lui donnes le début de la phrase, et puis à la fin, tu lui mets simplement 3 petits points, puis il va compléter par lui-même. Tu vas dire, bah, la nature est 3 petits points. Tu le laisses compléter. Je me promène dans les bois avec, et bien il va te donner des tas d'éléments qui pour lui paraissent cohérents, qui pourraient donner en fonction de ces mots-clés que tu viens de lui donner, tout simplement. Donc moi je dirais que tu vois c'est un petit peu comme la lampe d'Aladin. C'est un peu le génie, tu vois. Tu vas lui donner des mauvais mots-clés, ben il va te donner des vœux que tu voulais pas. Et si tu lui donnes par contre la bonne formulation dans cette interaction, eh bien, il va te donner des vœux, bah, tu vas être vraiment heureux ou heureuse, voilà, par rapport à ce que tu as demandé. Donc, il faut pas se tromper dans tes vœux, hein, avec le génie de ChatGPT, voilà. Voilà, non, mais j'aime bien cette métaphore du génie de la lampe d'Aladin. Ouais, je la garderai en tête. Ok, super.
Alors justement, on va voir comment ChatGPT peut aider dans la conception d'une formation. Mais alors Oui. avant, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont les étapes de conception et de Mhm. déploiement d'une formation? Oui, tout à fait. Alors, on considère toujours qu'il y a à peu près 5 ou 6 grandes étapes, hein. D'abord, l'analyse, le recueil des besoins, hein, spécifiques en formation. Ensuite, on va analyser ces besoins de formation et on va les traduire sous forme d'objectifs pédagogiques et sur une idée de stratégie pédagogique qu'on va y mettre derrière pour avoir une conception qui va se traduire sous forme d'idées, de contenus qui vont correspondre à ces objectifs pédagogiques avec des activités, des outils qu'on va mettre en place pour que ça puisse permettre à nos apprenants d'aller beaucoup plus loin dans leur apprendissage et d'acquérir leurs connaissances ou développer des compétences. Donc ça, c'est le cœur, je dirais, de notre conception lorsqu'on est à l'étape, là, cette troisième étape, on va, non, j'avais dit la deuxième d'ailleurs, je dis troisième, non, c'est bien Oui. la deuxième grande étape de cette conception. Et après, on va développer le contenu qui convient bien, les activités, on va utiliser le matériel pour développer ce dont on a besoin pour animer cette formation. Ou alors c'est une formation, on va dire en ligne de type e-learning. On va développer les supports digitaux qui vont nous aider, toutes ces ressources avec vidéo, texte. Et ensuite, dans une quatrième étape, on va déployer cette formation-là. On va la déployer sur le public qui nous intéresse. On va les accompagner. On va faire en sorte qu'ils accèdent à tous les contenus ou toutes les activités qu'on aura proposées. Donc là, c'est la partie, on va voir du management de la formation surtout. Et puis, il y a une partie évaluation. Une fois qu'on a animé toute notre formation, qu'on a fait notre lancement de formation, il y a cette partie où on va évaluer la satisfaction, évaluer l'impact que ça aura eu sur nos apprenants, évaluer notre dispositif en tant que tel aussi, comment on pourrait l'améliorer et voir si sur le quotidien de nos apprenants, ça aura apporté quelque chose. Et puis après, on peut rajouter une dernière étape, c'est un processus un peu itératif où on va corriger un petit peu ce qu'on a fait comme dispositif, notre conception, et on va l'améliorer grâce à notre évaluation. Voilà, je dirais que c'est les grandes étapes classiques qu'on va retrouver dans la conception. Et justement, comment est-ce que ChatGPT peut nous aider pour ces différentes étapes? Eh bien, à chaque étape, on va pouvoir lui demander, par exemple à l'étape de l'analyse des besoins, on a recueilli un certain nombre d'informations qui viennent des futurs apprenants, des gens qui sont dans leur métier, par rapport aux problèmes qu'ils vivent et ainsi de suite. On peut très bien demander à ChatGPT de nous faire un résumé, une analyse des principales idées qui ont été mentionnées. Des fois, on peut se retrouver par rapport à des questionnaires avec des quantités et des quantités d'écrits. Eh bien, on va lui demander de nous résumer tout ça et il va nous lister les mots-clés importants, des verbatim très importants qui se seront peut-être reproduits chez différentes personnes qui auront répondu aux questions et puis il va réussir à nous ressortir l'essentiel. Et nous, tout de suite, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement en nous disant « Ah, ok, les messages principaux sur cette analyse, c'est ça. » Et donc, ça va aussi orienter, avec mon expertise que je connais aussi du public, on va mêler les deux, mais peut-être que des choses qu'on n'aura pas bien vues, sur lesquelles on n'aura pas porté notre attention parce qu'on a des biais aussi, eh bien lui, il est beaucoup plus analytique, plus complet, il va pas avoir ces biais-là, il va en avoir d'autres, mais il n'aura pas ces biais-là, et donc du coup, ça va être un très bon complément par rapport à notre vision. Et on peut faire ça à chaque étape, en fait. Si on lui demande des stratégies pédagogiques, il y en a plein dans sa base de données, il va nous en proposer plusieurs. Si on lui demande de traduire les idées en objectifs pédagogiques avec le modèle de Bloom, de la taxonomie de Bloom, mais il sait faire ça. Il va nous lister avec les verbes précis de la taxonomie de Bloom. Il va savoir nous faire ça, tu vois. Et donc, à chaque étape, il est capable de nous donner, même à l'étape de l'animation, il va nous donner des techniques d'animation pour engager mieux nos participants, pour rendre plus interactif la session, pour utiliser des icebreakers. Il peut nous donner tout ça. Et donc, à chaque étape, on peut lui poser ces questions-là.
D'accord. Et ben justement, je te propose qu'on rentre dans le concret en illustrant tout cela avec des exemples. Donc, je te propose qu'on reprenne chacune des étapes et que tu nous dises justement comment ChatGPT peut aider dans la construction de cette étape. Donc, si on prend la première étape, qui est celle de comprendre ses apprenants et d'identifier les besoins de formation, donc comment ChatGPT peut-il aider? Tout à fait. Alors, ChatGPT, on va lui poser la question précise pour comprendre les apprenants et identifier les besoins de formation. On va lui donner forcément des ressources textuelles qui ont été échangées lorsque nous, on aura investigué dans quel cadre de travail fonctionnent nos futurs apprenants. Et donc, on va lui donner ces informations-là. On va lui proposer la liste des retours d'informations, alors soit qui ont été écrits, soit qu'on va retraduire nous-mêmes, tu vois, hein, à l'écrit, qu'on aura posé à l'oral, et on va lui poser la question de nous faire une liste des éléments clés qu'il va retrouver dans cette masse d'informations. Et on va lui demander de nous les lister sous forme de tableau, par exemple, où il va nous mettre en colonne, donne-nous en colonne, voilà, quels sont les problèmes que vivent ces futurs apprenants, qu'est-ce qu'ils ont, par exemple, déjà testé auparavant et qui ne fonctionne pas, et quelles sont les attentes qu'ils ont exprimées par rapport à la formation. Tu vois, on pourrait avoir ces 3 colonnes, et puis il va nous donner toute une liste de ce que lui, il arrive à lire par rapport à ces questions-là, et il va retrouver les mots-clés qui correspondent à ça. Voilà. Oui, donc il peut créer les personas, en fin de compte, des apprenants, quelque part. Exactement, il pourrait nous recréer les personas des apprenants, c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a des prompts qui sont spécialisés pour tout simplement faire une bonne identification des personas en recréant les caractéristiques psychologiques de la personne, les caractéristiques d'âge, les caractéristiques sociales, et on a des mots-clés qu'on va devoir donner pour avoir des personas. Et ça peut compléter totalement notre identification pour comprendre les apprenants et la situation qu'ils vivent, effectivement. Très bien. Et passons maintenant à l'étape 2, donc définir les objectifs pédagogiques. Donc comment peut-on interroger ChatGPT pour aider à la définition des objectifs? Eh bien, on va lui proposer justement sur la base de l'analyse qu'on a donnée, on aura une idée, nous, de la formation que l'on veut faire, et on n'aura pas forcément la liste détaillée de tous les objectifs pédagogiques précis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer le contexte de formation, on va lui dire quel est le cible des participants, on va dire quels sont le type de problèmes qu'ils rencontrent, et on va lui donner l'objectif général qu'on a listé, ce qui peut être le titre aussi de la formation, et on va lui demander précisément, sur cette base-là, de nous décrire à partir des verbes d'action, des verbes de réflexion proposés par la taxonomie de Bloom, de nous décrire quels sont les objectifs pédagogiques précis avec le critère d'atteinte de cet objectif, et puis avec les moyens pédagogiques qu'on va utiliser. On va lui demander ça, et il va nous donner vraiment, avec les bonnes formulations, les objectifs pédagogiques que l'on attend sur chaque, on va dire, chaque module, chaque thématique qu'on va lui donner sur la formation. Je ne sais pas si ça répond bien à tes questions. Si, tout à fait, complètement. Ok, voilà. Voilà, donc l'aide à ce niveau-là, donc pour concevoir, définir les objectifs. Et ensuite, donc si on passe à l'étape suivante, qui est la conception des parcours de formation et la création des contenus, on va dire. Donc comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ChatGPT? Comment est-ce qu'il va pouvoir nous aider à ce niveau-là? Eh bien, pareil, on va lui demander carrément de nous rédiger ce scénario de la formation. Alors, je vais on va prendre un exemple concret de prompt cette fois-ci, au lieu de parler de la philosophie et de la méthode. Je vais te dire, par exemple, je vais lui dire précisément, eh bien, crée un plan de formation avec des objectifs d'apprentissage, avec des activités créatives de formation, et des critères de réussite pour un cours
qui est sur, et là on va lui dire le concept, on va lui dire éventuellement si on a des objectifs de formation qu'on a déjà donné, et on va lui donner des éléments plus complets pour qu'il ait le cadre. Mais on va vraiment lui demander de nous écrire, on peut même lui préciser, de lui dire fais-moi un tableau avec en colonne la thématique, l'objectif pédagogique, la stratégie, la méthode pédagogique que je vais utiliser, l'activité que j'attends, le matériel que je vais avoir besoin, tu vois, et là on peut tout lui préciser pour qu'il nous donne vraiment notre scénario écrit, carrément le storyboard de la formation, ce qu'on appelle le déroulé aussi même de l'animation qui va venir derrière, tu vois, avec ça. Alors bien sûr, on va procéder par étapes. La première fois qu'on va poser ce prompt-là, des fois il y a des choses qui vont être perfectibles. Eh bien, on va le reposer en précisant un peu mieux notre question. Oui, tu réinterroges en fin de compte pour affiner ce qu'il va te proposer, quoi. Exactement. D'accord. Et ensuite, pour les contenus, donc par exemple pour des quiz, j'ai lu que ChatGPT pouvait complètement aider pour faire des quiz ou des exercices ou des questionnaires. Est-ce que tu as testé ces modalités-là? Ah oui, complètement. Alors ça, j'en fais de plus en plus, justement. Donc, on lui va lui poser la question précisément, directe, et tu vas lui demander, rédige-moi, par exemple, si c'est un quiz, un QCM type, rédige-moi 10 questions avec 4 possibilités de réponse. Par exemple, avec le feedback pédagogique, c'est-à-dire quelle est la bonne réponse et pourquoi c'est une bonne réponse. On lui demande de l'expliquer, on va lui demander précisément. On va lui dire aussi, dis-moi quelle est la bonne réponse parmi les 4 réponses que tu as proposées. Et là, il va vraiment te proposer exactement dans le même format qu'un quiz habituel, qu'un QCM habituel. Il va te dire la question, il va te dire A, B, C, 4 propositions et il va te dire quelle est la bonne réponse et il va t'expliquer pourquoi. Et en général, ça marche assez bien. Par contre, attention, au tout début, quand vous faites ça, tu vas avoir des quiz qui vont être d'un niveau en général très débutant. Et c'est à toi d'aller lui porter pour lui dire attention, je voudrais un quiz qui porte sur telle thématique avec tel objectif pédagogique et l'amener quand même à des niveaux un peu supérieurs. Donc pour des quiz débutants, il va se débrouiller tout seul. Après, si tu veux un quiz de plus en plus évolué, plus expert, alors c'est à toi de lui redemander plus précisément le type de questions que tu attends de lui. Oui, on réaffine, comme on va a dit réaffiner précédemment. Oui, oui. Et est-ce que tu as déjà aussi testé de demander à ChatGPT comment améliorer l'interactivité ou l'engagement des apprenants dans une formation, voilà, pour trouver des idées Oui. Tout à fait. Et ça, c'est typique lorsque on va rechercher à faire en sorte que il va pouvoir avoir des idées d'activités, d'activités même ludiques, pourquoi pas des icebreakers. Et sur l'interactivité en particulier, ça va être aussi sur la manière de questionner les apprenants. Par exemple, le prompt précis que je vais lui proposer, je vais lui demander, là aussi je vais le chiffrer, rédige-moi 3 stratégies de formation et d'animation pour impliquer et stimuler les apprenants dans une formation qui va parler du concept. Et là, je vais rajouter le concept pour lui dire c'est quoi que je suis en train de traiter dans ma séquence. Là, il faut que ce soit précis, ça va l'aider, ça va vraiment l'orienter. Et là, il va te donner vraiment des idées de questions, de suggestions, d'activités que tu vas pouvoir utiliser avec ce cadre précis. Ah oui, donc c'est vraiment un terrain de jeu infini, quoi. On peut vraiment lui poser plein de questions pour avoir justement des idées auxquelles on n'aurait pas pensé forcément. Ouais, tout à fait. Et ce qui est même amusant, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que non seulement on peut lui poser des questions pour qu'il nous donne des réponses, mais on peut lui demander à ce qu'il nous pose des questions et qu'il nous crée des questions pour que nous, on y réponde. Et c'est ça qui est assez génial. Ouais, tout à fait. Et comment tu fais ça du coup pour lui demander de te poser des questions? Eh bien, c'est pareil. Tu vas lui dire par exemple, tu te mets comme un entraîneur, tu te mets à la place d'un entraîneur ou d'un formateur en tant qu'expert de ce sujet-là. Tu vas préciser le sujet et tu me poses des questions pour m'entraîner, vérifier que je connais bien ce sujet-là.
eh bien, il va te poser les questions, il va attendre ta réponse et en fonction de ta réponse, il va te demander de préciser, il va te reposer une question pour te re-challenger au fur et à mesure. Et donc, il peut te servir de coach, d'entraîneur. Par exemple, tu veux te préparer à un examen, tu lui demandes d'être ton coach, ton entraîneur pour qu'il te stimule avec des questions. Oui, ou pour apprendre une langue. Exactement. Pourquoi pas apprendre une langue aussi, ouais. D'accord. Très bien. Bon, ça, c'était notre étape 3. Donc maintenant, si nous passons à l'étape 4, qui va être celle de la diffusion de la formation et de la promotion. Donc, comment là vas-tu utiliser ChatGPT pour cette étape-là? Eh bien, là, classiquement, je vais lui demander alors, je vais lui donner le titre de la formation, enfin, les éléments de langage, tous les éléments, en fait, que j'ai déjà créés avant, je peux lui donner, ça va lui donner du contexte, ça va être beaucoup plus riche. Et pour ce cadre-là, je vais lui demander, par exemple, tu es un expert du copywriting, tu vas faire en sorte de me créer un titre accrocheur. Tu peux même lui donner une tonalité, par exemple fun, amusant, humoristique, ou alors je vais lui donner carrément, je vais lui dire à la manière d'un journal de presse. Donc tu vois le type de titres qu'ils utilisent, qui sont plutôt accrocheurs, qui cherchent un peu le scoop. Et là, tu vas lui demander ça spécifiquement, et il va te trouver moi, je lui demande en général 10, 20 titres. Et dans ce lot de 10, 20 titres, je recompose, je reprends et hop, il va me donner tout de suite quelque chose de très accrocheur qui va donner un bel effet. Donc ça, déjà, pour avoir des éléments d'accroche, c'est vraiment cette manière-là dont je procède. Mais je peux aussi travailler sur carrément un teaser, sur le scénario et le script d'un teaser pour cette formation. Je vais même pouvoir lui demander de me rédiger le script d'une vidéo que je pourrais faire, que je pourrais tourner pour la diffuser ensuite aux participants, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans toutes mes communications sur les réseaux sociaux. Et ça marche vraiment très très bien. Il y a des YouTubeurs qui utilisent actuellement ChatGPT pour réaliser tout leur support, leur script pour ensuite le traduire en images vidéo. Ah, c'est fou ça. Donc c'est tout à fait possible. Fou. Exactement. Oui. Alors moi je vais un peu plus loin après dans cette promotion, je vais travailler sur les mails d'invitation pour que les mails soient beaucoup plus intéressants à lire, qu'ils soient pas des mails uniquement formels de type institutionnel, les rendre beaucoup plus sympas à la lecture avec des idées, des analogies, je vais demander des métaphores, rendre ça beaucoup plus sympathique à la lecture. Oui, Oui, il apporte un regard extérieur quelque part aussi par rapport à ce que nous on pourrait produire. Mais après, oui, avec du storytelling. Surtout. Oui, le storytelling, exactement, de la formation. Je lui ai demandé de me créer un storytelling de la formation en lui donnant peut-être l'idée de départ de la thématique, mais c'est tout. Il va pouvoir me créer une vraie histoire, des dialogues par rapport à ça qui vont parler dans la tête des futurs apprenants et donc les connecter par rapport à ce qu'ils doivent être en termes de motivation, là où ils doivent être et prendre conscience des enjeux de la formation. Oui, c'est extrêmement puissant. Et puis, je pense qu'on peut aussi lui demander de rédiger une FAQ. Ça, c'est toujours assez, on va dire, rébarbatif à rédiger, mais on peut très bien lui demander de rédiger cela, quoi. Exactement. Si on lui a donné quels sont les éléments, des objectifs, des thématiques de la formation, il est complètement capable d'imaginer quelles sont les questions habituelles qu'on se pose sur Internet, dans les ouvrages, ainsi de suite. Il a tout ça dans sa mémoire. Et il va faire les liens par le jeu d'association et il va vous donner vraiment les 10 questions les plus pertinentes par rapport à ce contenu. Je l'ai fait moi-même pour mon site internet, ça a marché du feu de Dieu. Vraiment, les questions qu'il m'a posées, mais oui, c'est des questions tout à fait pertinentes. Qui sont posées. Et surtout, il nous donne les réponses à ces questions dans la foulée. Il nous compose dans un seul bloc. Alors, on va affiner comme d'habitude, on va mettre notre patte personnelle, notre expérience, surtout dans la réponse, parce qu'il ne sait pas toujours comment nous, on procède pour répondre à ces questions habituelles. Mais globalement, il va nous donner déjà 80% du travail de base. Voilà. D'accord, très bien. Et donc la 5e étape, qui est la dernière étape que tu as citée tout à l'heure, qui est celle donc de l'évaluation. Oui. Donc comment on peut s'appuyer sur ChatGPT pour cette évaluation ?
Ben, alors déjà, par exemple, la première évaluation qu'on fait à chaud, on peut très bien travailler sur la génération d'un questionnaire de satisfaction et qui soit plus sympa que les questionnaires de satisfaction qu'on fait Oui. d'habitude, parce que des fois, ils Oui. sont bien rébarbatifs. D'ailleurs, on a travaillé avec mon partenaire chez Naobi sur ce sujet-là pour avoir quelque chose de beaucoup plus dans l'ADN qu'on a de la ludopédagogie. Et donc là, je vais lui proposer de me rédiger, par exemple, 10 questions pour obtenir l'avis d'un groupe de participants sur la qualité de la formation, mais tout ça en ayant un côté très sympathique dans le langage, fun, plus familier, et parler avec le sens de l'humour, tu vois. Et je vais rajouter ça, et ça va donner, tiens, bizarrement, des questions qui sont à la fois sérieuses et à la fois nouvelles, inhabituelles, qu'on trouve pas dans les questionnaires et qui vont donner beaucoup plus envie de répondre aux questions par rapport à ces questionnaires très, très, très standardisés. Oui, puis j'imagine que si on le nourrit aussi avec les données, avec les réponses de ces questions, il peut nous sortir une analyse. Oui, tout à fait. Il va pouvoir analyser finalement les réponses pour nous dire par rapport à tel sujet, les personnes qui ont exprimé le plus grand mécontentement, et il peut faire l'analyse pas que sur les chiffres, hein, il va faire l'analyse aussi sur la partie commentaires libre qu'on va mettre dans ce questionnaire-là. Et il va vraiment nous ressortir les éléments clés très facilement. Et on va être, moi j'étais vraiment très impressionné de ce qu'il a pu faire sur une base. Nous, on a fait le test sur la base de données de tous les questionnaires de satisfaction qu'on a produits en 2022. J'avais 500 questionnaires analysés et il les a vraiment analysés. C'était impressionnant comment il a pu faire une première base de résumé. Alors, j'ai quand même lu les questionnaires pour justement vérifier cette qualité et globalement, il a ressorti des éléments clés qui étaient tout à fait pertinents, même si moi j'en ai trouvé d'autres au fil de l'eau dans mes lectures parce que j'ai mon propre vision de ce que je recherche comme information. Mais c'était déjà un niveau de qualité qui était très correct. Et comment tu lui as transmis les questionnaires? Tu les as transformés en PDF ou? Et tout à fait, en fait, c'est pas le PDF qu'il. Alors lui, il sait pas lire les PDF, il sait pas lire un site directement. J'ai extrait des questionnaires, des tableaux que j'avais moi dans notre système, on a automatisé. J'ai extrait ces données-là et je les ai copié-collé sous forme de texte directement dans ChatGPT, comme un texte qui est sous forme de liste. Chaque case du tableau était comme une puce, une nouvelle ligne pour lui. Voilà. Et il l'a pris sans Sans difficulté. problème. Ouais, tout à fait. D'accord, très Marché bien, premier très coup. bien. Eh bien, très bien. Eh bien, merci Yvan. Là, tu donnes vraiment plein d'astuces. Moi, je pense que je vais m'amuser après, là, quand on aura fini d'enregistrer, pour aller Oui. tester certaines astuces Ouais. sur le site de ChatGPT. Donc là, on s'est surtout concentré sur tout ce qui était texte, on va dire. Oui. Est-ce que toi, tu utilises d'autres outils inspirés, enfin d'autres outils basés sur l'intelligence artificielle pour dans la conception d'une formation, ou est-ce que tu aurais d'autres outils à conseiller? Je pense en particulier à Synthesia, par exemple, ou à Midjourney. Oui, tout à fait. Alors, à Synthesia, on en parle pas mal. Ils font beaucoup de publicité actuellement. Et c'est, alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Synthesia, c'est la création d'un avatar qui parle et qui a quelques gestes, qui est capable d'être comme un présentateur de votre contenu et qui va parler à votre place si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre votre propre voix ou la voix d'un narrateur, mais vous pouvez mettre aussi une voix synthétique par-dessus. Et il va présenter derrière lui votre support, votre vidéo, votre contenu PowerPoint si vous le voulez, ou Geniali, peu importe. Il va être capable de rendre ce contenu peut-être un petit peu plus intéressant que si vous faisiez une simple capture d'écran vidéo de votre contenu. Donc Synthesia, oui, je l'ai testé. Alors j'en ai testé plusieurs, hein. Il y a aussi pas mal de concurrents. Il y en a un autre qui s'appelle Synthesis. Il y a Yepic qui est sorti récemment. Voilà, il y en a beaucoup. En fait, maintenant, il y en a au moins une quinzaine sur le marché de ce type-là. Synthesia présente de pas mal de qualités. Il est relativement abordable aussi du point de vue du prix mensuel. Mais
pour les voix, c'est encore un petit peu difficile d'avoir la qualité qu'on recherche sur des contenus longs. Pareil pour l'avatar, il est un peu répétitif. Donc, Oui. pour des contenus courts, ça marche bien. Pour imaginer des avatars qui sont des personnages dans une histoire, ça peut être sympa parce qu'on se pose dans un cadre où on sait que c'est des avatars, donc si on l'assume, ça marche pas mal. Par contre, pour essayer de dire là, ça remplace un vrai présentateur vivant et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On va vite se lasser, ça peut être vite monotone. Donc, il y a des usages, des cas d'usage qui peuvent être intéressants, et il y en a d'autres. Je vous conseille pas, sur la longueur de tout un e-learning complet de 3 heures, d'utiliser le même avatar. Non. Vous allez lasser vos apprenants. Oui. Il va y avoir l'effet de nouveauté au tout début, dans les 5-10 premières minutes, et après, ça va être une autre histoire. Oui, Donc, tout à fait. Synthesia est quand même très sympa. Tu as cité un très bon exemple, je trouve. Maintenant, on peut rechercher aussi dans la génération vocale pure du text to speech, donc du texte au vocal. Et là, il y a des générateurs maintenant qui sont capables de reproduire des variations dans les émotions, dans la tonalité, qui sont capables d'avoir maintenant un petit peu plus d'amplitude dans la variété et le rythme de la prononciation. Ils sont pas si nombreux que ça. J'en ai testé plusieurs. Un peu l'inconvénient qu'on a aujourd'hui, ils utilisent d'ailleurs les réseaux neuronaux maintenant, les meilleures voix, les voix professionnelles utilisent les réseaux neuronaux, mais là encore, on a un effet où soit on travaille assez longtemps sur le texte, et on tag chaque mot, on lui donne des inflexions, on met de la virgule un peu partout, on va l'enrichir le texte qu'on met, donc ça prend du temps. Et là, il va être capable de nous sortir quelque chose qui est vraiment très convaincant du point de vue du parler naturel humain. Soit on laisse totalement pour l'instant aujourd'hui l'intelligence faire par elle-même, et là on retombe un peu dans le côté un peu monotonique et pas assez varié et pas aussi convaincant qu'un humain. Donc, mais ça va évoluer, hein. Dans 1 ou 2 ans, je suis sûr que je vais changer de discours, hein, par rapport à ça. Oui. Donc, et puis il y a les visuels, hein. Il y a toute la génération d'images. Là, ça n'a échappé à personne, hein. On a Midjourney, on a DALL-E, on a Stable Diffusion, et il y en a plein d'autres qui sont sortis sur ces modèles-là. Et donc, pareil, comme ChatGPT, on va lui donner un prompt, donc une instruction textuelle. On va lui dire qu'est-ce qu'on attend, dans quel style. Par exemple, est-ce que ça peut être dans le style de Van Gogh, ça peut être dans le style d'un photographe très connu, ça peut être dans le style de génération d'images 3D. Donc, plus on va préciser, là, pareil, dans le visuel, plus on va avoir des visuels plus en plus intéressants. Mais il faut être très précis, et je crois que c'est plus complexe pour le visuel. On a moins l'habitude pour décrire des images que pour décrire des idées et des concepts ou des méthodes comme on le fait en format texte. Donc là, ça demande plus de travail, mais il y a de plus en plus d'outils, hein, maintenant qui nous proposent des formatages tout près de ces prompts pour qu'on soit efficace assez rapidement. Donc ça marche de mieux en mieux, et on a des images aujourd'hui qui sont magnifique en fait, hein. Oui, on a des bluffante. images très bluffantes, très créatives, et c'est vrai que je comprends la peur que ça peut générer pour certains graphistes aujourd'hui, mais bon, on n'arrive pas par exemple à recréer à être constant. C'est très difficile d'être constant pour l'instant avec les outils qu'on a pour avoir le même personnage avec toujours les mêmes habits dans les mêmes environnements. À chaque fois qu'on va faire un nouveau prompt, eh bien, il y a des éléments qui vont changer alors qu'on voudrait qu'ils soient constants. Donc aujourd'hui, c'est encore un point sur lequel ils sont pas très très bons, les outils, mais ça va évoluer. Oui, et puis on peut s'en servir pour créer des mood boards ou pour avoir pour construire une charte graphique au départ, et ensuite reprendre le relais au niveau d'un graphiste, quoi. Voilà, pour chercher un petit peu des inspirations ou des idées. Exactement. Voilà. Comme Pour l'idée, ChatGPT, quoi. Exactement, pour le côté créatif, et nous sortir de nos limites de cadre de vision et nous proposer autre chose. C'est vrai que c'est super sympa, ça aussi. Ouais, voilà, exactement. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Yvan. Donc, on va arriver à la fin de l'épisode.
épisode. Donc, pour conclure, j'ai une dernière question. Donc, Oui. quelles sont selon toi les limites de ChatGPT? Parce qu'on a vu qu'on pouvait faire énormément de choses, qu'il était bluffant, qu'il était très puissant. Mais quelles sont ses limites d'après toi? Alors, les limites actuelles, parce que attention, il y a ChatGPT version 4 qui va arriver à partir de la semaine prochaine et peut-être qu'on aura des surprises donc qui vont peut-être faire sauter certaines limites. Donc là, on est dans un contexte très particulier, charnière. Et actuellement, les grandes limites qu'on voit, c'est que surtout, il n'est pas capable d'être dans de l'expertise pure avec une qualité d'information qui est toujours pertinente par rapport à ce que vous connaissez de votre domaine. Il faut vraiment avoir soi-même un certain niveau pour toujours contrôler ce qu'il va le dire parce que il va nous donner peut-être 70%, 80% de bonnes réponses. Il va nous donner des fois une réponse que même un débutant dans notre domaine ne donnerait pas. Ça peut lui arriver qu'il donne des choses qui sont assez fausses aussi. Et ça, il faut pouvoir les détecter, il faut pouvoir le corriger. Donc, il n'est pas parfait. Il est très imparfait, donc il faut être très très précautionneux par rapport à ce qu'il va donner. Et puis, et je vous l'ai dit, il est très limité par rapport à la qualité de ce que vous allez lui donner. Donc, il n'est pas toujours intelligent. Il va pas lire toujours entre les lignes de ce que vous lui donnez. Non, il va prendre mot pour mot les mots-clés que vous lui donnez. Et donc, si les mots-clés que vous lui donnez sont assez pauvres, il va vous donner quelque chose d'assez pauvre. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas intelligent comparé à quelqu'un un expert qui lui va tout de suite comprendre avec 2-3 mots-clés ce que vous attendez par rapport à ce qu'il connaît de votre niveau. Lui, il va aller beaucoup plus loin. Il va lire entre les lignes. Il va dire, tu devrais, alors tu n'en as pas conscience, mais tu devrais aussi me poser ces questions-là. Il est capable de vous dire ça. Voilà. ChatGPT n'est pas comme ça aujourd'hui. D'accord, très bien. Bah écoute, merci Yvan pour cet échange vraiment passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, eh bien, je mettrai ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent entrer en contact avec toi. Avec je plaisir. mettrai également ton site Happy Learning où tu proposes tes formations, dont la formation sur ChatGPT, comment créer sa formation en s'aidant de ChatGPT, qui est vraiment très très complète. Et bien sûr, je mettrai le site de ChatGPT. Merci beaucoup pour tous ces éléments et ces questions, voilà, qui permettent de faire avancer la compréhension sur cet outil qui est pas encore bien maîtrisé par tout le monde, mais ça va venir, parce que là, il y a une vague énorme. Oui, puis il ne faut pas en avoir peur. Voilà, il faut savoir comment l'utiliser, je pense. L'utiliser, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Yvan. À très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt, Anne-Marie. Au revoir. Au revoir, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.